Nous sommes ici à Uzès pour ce nouveau territoire nouvelle formule. Au sommaire de ce territoire, nous visiterons la ville et tout de suite, direction l'hôtel de ville en compagnie de Sylvie Toussaint pour connaître les incontournables d'Uzès. Il n'y a que des incontournables, mais effectivement on a quelques points forts, bien entendu. La cour de l'hôtel de ville, magnifique, qui a dû faire pâlir de jalousie plus d'un aristocrate à l'époque où elle s'est érigée. Et puis bien sûr le château et les châteaux qui sont au sommet de ce plateau rocheux, avec les célèbres tours qui représentent les principaux pouvoirs qui ont cohabité jusqu'à la Révolution française, à savoir l'Église, la royauté et le pouvoir de la famille actuelle d'ailleurs, dont ils sont les descendants. Et puis bien entendu la cathédrale et tout le quartier épiscopal en bordure de vallée. Et puis ne pas oublier la magnifique place aux Herbes qui reste aussi un des emblèmes de la cité. Alors parmi ces tours, évidemment, l'incontournable des incontournables, c'est le joyau de la tour Fenestrelle, qui est quand même connu et qui est le logo, le label de la ville. Voilà, principalement les incontournables, je m'en excuse auprès des autres si j'en ai oublié quelques-uns, mais cette visite est destinée effectivement à faire découvrir ces incontournables et puis le reste, tout sur une histoire, sur toile de fond, des guerres de religion bien entendu, qui ont porté destruction mais aussi reconstruction. Admirer, c'est ce qui a été réaménagé au goût du jour au fil des siècles, et puis qui a été magnifié par la création en secteur sauvegardé de la ville d'Uzès en 1965. Principalement les éléments posés. Cette semaine, nous sommes dans l'Hérault, dans le petit village de Montaut. Nous découvrirons son histoire et celle du château de Montlore. Il faut reconnaître que le château était un peu tombé en mansuétude pendant un certain nombre d'années. Moi, je me souviens en tant que jeune, puisque je venais ici m'y amuser, comme tant d'autres, je venais ici amuser. On a eu la chance, je dirais franchement, cette année, c'est qu'il y a une association qui s'est mise en place et qui, je pense, petit à petit, apporte des améliorations. Direction le château, notre guide archéologue a un tas de choses à nous dire sur ce colosse de pierre. L'histoire du château de Montlore. C'est un château qui est construit dans les garrigues au nord de Montpellier. Il occupe le sommet d'une petite crête calcaire. Les seigneurs de Montlore ont choisi cet emplacement parce que le château permet de contrôler les routes qui vont de Moguiaux vers les Cévennes, de Nîmes vers Montpellier. Donc c'est un emplacement stratégique. Il est construit dans la première moitié du XIe siècle. Apparemment, à cette époque-là, la famille de Montlore est une famille très importante dans l'histoire du Languedoc, puisque deux des seigneurs de Montlore vont accompagner les Guillem de Montpellier à la première croisade en 1095. C'est l'heure de la rubrique Métiers d'art, à la rencontre d'Olivier Pozzo, un luthier. À la suite d'une reconversion, il s'est installé dans les hauteurs de Nîmes. Il va nous parler de sa passion pour son métier. Il fabrique des guitares qui sont maintenant de bouche à oreille, très prisées par les musiciens. Découverte en compagnie de Frédéric Siller. Prendre son temps, sécher, peaufiner, coller, poncer, assembler, le luthier a des dizaines et des dizaines d'heures de manipulation à effectuer pour arriver au terme de la fabrication d'un instrument. Olivier Pozzo, luthier installé à Nîmes, a appris son métier à la suite d'une reconversion. Il nous explique les grandes étapes de la fabrication d'une guitare. Les étapes de fabrication de la guitare, on commence par la table d'harmonie. C'est le moteur de l'instrument, hein. C'est ce qui va permettre de canaliser le flux vibratoire, hein. Donc ça, c'est de l'épicéa. Hein. C'est un bois qui est très léger et en même temps extrêmement rigide. C'est un bois qui est coupé sur quartier. On voit les coupes, les veines du bois qui sont longitudinales, ce qui permet d'avoir une fibre tendre et une fibre dure. Voilà, c'est ce qui lui donne cette rigidité. Donc cette table d'harmonie, on voit qu'elle a ce qu'on appelle des barrages. C'est vraiment eux qui vont canaliser la vibration. Quand j'en suis à ce stade-là, je sonne la table pour voir le son qu'elle donne. Donc là, en fonction de ce que j'entends, par exemple, là je sens qu'il y a un petit peu trop de raideur, alors je vais libérer.
Donc là, c'est beaucoup l'expérience qui va faire qu'on va alléger ou rester comme ça. Ensuite, on a aussi le fond qui est en dessous. Donc là, le fond, lui, il est fait en bois très dur, donc c'est un feuillu, c'est du palissandre. Il est renforcé pour donner justement de la dynamique au son. Troisième étape, c'est de plier les éclisses et de les mettre dans le moule. Pour pouvoir la mettre dans le moule, c'est chauffé avec un fer et le bois est mouillé avant. En quelques secondes, on a déjà donné une forme de guitare. Pour que la forme reste bien, je la plaque sur le moule. Donc une fois qu'on a plié les éclisses, on met ce qu'on appelle les tasseaux ici, qui vont permettre ensuite, lorsqu'on va coller la table et le fond, d'avoir une assise. Chaque pièce à l'intérieur de la guitare est importante pour sa rigidité et son poids. C'est-à-dire que là, c'est le tasseau. Il doit être très rigide, bien sûr, mais il doit être aussi léger. Donc c'est un bois que j'utilise qui s'appelle le cédreau. Là, je lui donne une forme. Je veux qu'il soit rigide ici, sur cette partie-là, et je l'amincis ici parce que je veux qu'il soit plus léger. C'est ce que je fais au ciseau à bois. Au niveau de la sensation, on sent bien le bois se faire, quoi. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être face au morceau de bois, face à la matière brute. On va le façonner. À la fin de la journée, quand on a bien travaillé, on regarde et on est très content. Après avoir fait le corps de la guitare, on fait le manche. Alors le manche, on part d'un bois brut, qui est donc du cédreau. Donc là, j'ai déjà travaillé, j'ai fait la tête. C'est-à-dire que j'ai coupé une partie de ce morceau de bois. J'ai fait un angle à 14 degrés. J'ai coupé, et cette partie qui restait, je l'ai retournée et je l'ai collée ici. Donc, avec le même morceau de bois, on a la tête. Donc une fois qu'on a collé ça, il faut aplanir cette surface parce que ici, ça va être la tête de la guitare, ça c'est le gabarit. Il va falloir coller ici un plaquage de tête, et il faut que cette partie-là soit parfaitement plane. Je le fais avec la demi-varlope, qui va me permettre de dresser cette surface. La surface est bien plane. En attendant, je vais faire mes contre-éclisses. Alors mes contre-éclisses, à quoi ça sert? Pour pouvoir coller la table et le fond, il faut une surface plus épaisse parce que les éclisses, elles font 2 mm, c'est très fin pour recevoir la table. On fait des stries sur un morceau de bois et ensuite ces stries vont servir justement de courber le bois. Et ensuite je vais les coller et ça va me faire donc de l'épaisseur pour pouvoir coller ma table et mon fond. On n'a encore rien trouvé de mieux que de maintenir les contre-éclisses avec des bonnes pinces à linge en bois. C'est parfait pour cet usage. Il va falloir donc ajuster la table sur les contre-éclisses et ensuite coller la table. Donc on présente la table, on repère les barrages. Dans les contre-éclisses, on va faire une fente pour pouvoir recevoir les barrages. Et ensuite, il suffira simplement de coller, mettre de la colle sur les contre-éclisses et de venir presser la table dessus. On a vu que j'avais préparé les tasseaux. Et dans les tasseaux, je fais ici une mortaise à queue d'aronde qui va permettre de maintenir le manche. Le corps finit ici. À cet endroit-là, nous avons le tasseau avec sa queue d'aronde. Donc il suffit de dégager cette partie. On va retrouver cette queue d'aronde et ici, on va pouvoir mettre le manche. Voilà, alors après les assemblages et le collage, on a donc une guitare qui est en place. Il y a encore pas mal de travail de façonnage du manche, de collage de la touche qui est en ébène, de fretage et bien sûr de finition, faire un vernis qui soit très transparent pour bien montrer la beauté du bois, donc très léger et en même temps très résistant. Ensuite, on va coller le chevalet, monter les mécaniques et bien sûr monter les cordes. Alors après, bien sûr, l'accordage il se fait gentiment. Beaucoup de travail sur une guitare, à peu près 150 heures, mais beaucoup d'amour bien sûr parce que chaque étape est faite avec passion et souci du travail bien fait. La grosse récompense, c'est de voir le musicien qui joue sur l'instrument et qui va justement bonifier, optimiser tout ce qu'on a voulu exprimer et lui de voir justement qu'il peut s'épanouir avec cet instrument, c'est vraiment une grosse récompense.
Plongeons sous terre pour visiter l'une des plus belles grottes de France. Elle se trouve à Coury dans le Gard, la grotte de la Cocalière. Attention, départ pour un merveilleux voyage au centre de la Terre. On dit que la grotte de la Cocalière est une des 3 plus belles grottes de France. On perd la notion du temps, parce qu'une grotte, il faut plusieurs milliers, voire des millions d'années pour que toutes ces concrétions puissent, entre guillemets, se fabriquer, que la nature puisse les fabriquer. Puis on compte environ 1 cm3 par siècle de calcite. Et la calcite, c'est un petit peu la matière première de ce qu'on peut trouver dans les grottes, et notamment à la grotte de la Cocalière. Et alors ce qu'il y a de particulier en plus, c'est que cette calcite dans la grotte brille par endroits de mille feux. Et c'est pour ça qu'on appelait aussi la grotte de la Cocalière, la grotte au diamant. Il fait 14 degrés, alors c'est une température qui est constante, été comme hiver. Durant la visite, vous allez croiser des concrétions très particulières que l'on peut voir donc, à la grotte de la Cocalière. Ce sont les disques et notamment donc, aussi une perle des cavernes qui est en formation. C'est-à-dire que dans un petit cratère de calcite, au départ, une petite impureté, un petit grain de sable. Et ce petit grain de sable va se faire enrober, entourer par la calcite. Il faudra plusieurs centaines d'années pour former cette petite perle des cavernes. Notamment à la grotte de la Cocalière, c'est qu'on va un petit peu faire une découverte de salle en salle, avec chaque fois donc une ambiance différente. Et on se retrouve aussi à une ambiance de découverte, pratiquement presque comme au premier jour. C'est très joli, très beau. J'ai bien aimé les éclairages, en fait, très doux par rapport à d'autres grottes que j'ai visitées qui étaient un petit peu plus colorées. Enfin, c'est incroyable quand même, la nature, ce qu'elle peut faire toute seule. Bon, le trésor de la grotte, c'est impressionnant de voir la perle quand même. C'est vraiment, on va dire, presque miraculeux. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Au moins une fois dans sa vie, c'est bien d'aller sous terre, en fait, parce que on prend conscience que sous la terre, il y a aussi une vie et qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. On est toujours au-dessus, nous, donc c'est un peu aller dans les profondeurs aussi. C'est accessible à tous. Il fait pas très froid finalement. Je pensais qu'il faisait beaucoup plus froid. Il faut venir la découvrir, bien sûr. Et la grotte, bon, c'est la magie, donc la magie de l'eau. Toute cette histoire, le parcours que va faire cette eau, ce travail de creusement, d'infiltration pour former toutes ces magnifiques concrétions et qui scintillent de mille feux. C'est vraiment à découvrir ici à la grotte de la Cocalière.